C'est bon, on peut y aller. Bienvenue à tous, on va démarrer pour la MDPH, comment ça marche. Tout d'abord, quelques petits mots purement techniques. Vous dire que si vous souhaitez intervenir, vous pouvez, pour poser une question, demander une précision à l'un des intervenants. Je vous propose d'envoyer un mail à mdph@côte-d'or.fr, c'est écrit en bas du PowerPoint. Ça vous permettra d'interagir avec nous et on prendra les questions au fil de l'eau ou à la fin de chaque partie. Vous remercier pour votre présence puisque aujourd'hui on est environ 180 inscrits de différents horizons, donc à la fois du champ médico-social évidemment, mais aussi la protection de l'enfance, l'insertion, la polyvalence. Donc merci à tous d'être là. Je le rappelle, l'intervention est entièrement enregistrée, retransmise en direct sur la chaîne YouTube du département de la Côte d'Or et sera visionnable a posteriori tout au long de l'année, si vous souhaitez ensuite la partager ou la diffuser à des collègues. C'est vraiment fait pour ça, pour vraiment mettre en avant et expliciter notre fonctionnement à la MDPH. Donc n'hésitez pas ensuite à partager. Voilà pour les détails techniques. Le PowerPoint vous sera envoyé à tous par Madame Magnou. Donc voilà, il sera partagé. Voilà, donc écoutez, je vais tout de suite céder la parole à Jérôme Pellissier, directeur de la MDPH, pour un mot d'introduction. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Pellissier, directeur de la MDPH. Je vous remercie vraiment de votre participation nombreuse à cette réunion intitulée La MDPH, comment ça marche, qui atteste de l'intérêt que vous portez à la MDPH, aussi des questions que vous vous posez. L'objectif de cette matinée, tout simplement de mieux connaître, mieux comprendre la MDPH, son métier, je dirais même ses métiers, son fonctionnement, son organisation. Parce que même si la MDPH a 15 ans, je rappelle qu'elle a été créée par la loi de 2005, il nous arrive encore de constater que son rôle et ses attributions restent méconnus. Et c'est aussi le rôle de la MDPH, notre rôle, que d'expliquer et de me faire connaître ses missions. Pour la petite histoire, cette présentation, dans sa version initiale, s'intitulait la MDPH pour les nuls, mais on s'est dit que c'était un petit peu trop stigmatisant, donc on lui a préféré aujourd'hui l'appellation la MDPH, comment ça marche, mais en tout cas, l'objectif est le même, c'est qu'à l'issue des 2 heures de présentation, la MDPH n'est plus aucun secret pour vous. Je profite de mon temps de parole pour remercier l'ensemble des équipes de la MDPH qui sont autour de moi ce matin, qui se sont mobilisées pour monter ce webinaire. Et avant de les laisser poursuivre plus avant et d'approfondir tous les aspects techniques, je vais vous donner quelques informations générales sur la MDPH, en commençant par une petite formule que j'ai l'habitude d'utiliser pour poser un peu les choses. C'est de dire que la MDPH, elle ne décide de rien et elle ne paye rien. Elle ne décide de rien parce que c'est la Commission des droits et de l'autonomie qui décide de toutes les prestations, de toutes les allocations. Et elle ne paye rien parce que ce sont des organismes extérieurs tels que le Conseil départemental ou la CAF qui payent les prestations qui sont ouvertes par cette Commission des droits et de l'autonomie. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous vous dites sans doute, mais alors à quoi elle sert? Que fait la MDPH? Eh bien, c'est ce que vous allez savoir et découvrir au cours de ces 2 heures. Donc, en quelques mots, la MDPH, pour aller assez vite, donc, comme je l'évoquais, elle a été créée par la loi de février 2005. Donc, c'est de cette loi que découle la création des MDPH sous forme d'un groupement d'intérêt public. Vous savez sans doute que les MDPH ont pris la suite de 2 anciennes instances qui s'appelaient la COTOREP et la CDE S. Merci. Donc, la première mission qui est confiée au MDPH dans la loi, c'est l'accueil, l'information, l'accompagnement, le conseil des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens au handicap. C'est vraiment une porte d'entrée, la porte d'entrée unique, c'est comme ça que l'a voulu la loi, un guichet unique. La MDPH, c'est quoi? Donc, administrativement, juridiquement, c'est un groupement d'intérêt public qui est présidé par le président du conseil départemental. Dans la loi, il est noté que la MDPH est placée sous l'autorité administrative et financière du conseil départemental. Ce qui tient lieu de conseil d'administration, pour faire simple, du GIP-MDPH, c'est ce qu'on appelle la commission exécutive, qui est constituée à la fois de l'association de personnes handicapées,
du conseil départemental, de représentants de l'État et d'organismes de protection sociale. C'est le conseil, c'est cette commission exécutive qui administre la MDPH, qui vote le budget, etc. Et puis ensuite, un organe très important, une commission très importante, c'est la commission des droits et de l'autonomie, qui, elle, est composée, comme vous le voyez sur la slide, à la fois d'associations de personnes handicapées, d'associations de parents d'élèves, des organismes d'assurance maladie de prestations sociales, le conseil départemental, évidemment, des organisations syndicales, et puis divers représentants, dont l'État et les établissements médico-sociaux. Un petit mot peut-être pour insister sur le fait qu'avec cette loi de 2005, le vrai changement qui a été introduit, c'est le fait que les associations de personnes handicapées soient directement, très concrètement, présentes dans la gouvernance même de la MDPH, c'est-à-dire aussi bien au sein de la commission exécutive que de la commission des droits et de l'autonomie, contribue vraiment à ouvrir les droits pour les personnes. Et puis tout le travail en fait qui arrive jusqu'à la commission des droits et de l'autonomie pour bénéficier d'une décision, il est travaillé en amont techniquement par ce qu'on appelle les équipes pluridisciplinaires d'instruction. Donc retenez bien ce cycle, vous en entendrez beaucoup parler au cours de la matinée, ce qu'on appelle entre nous les EPI, qui instruisent et évaluent les demandes. Voilà, pour ma part, je vais vous laisser entre les mains des collaborateurs de la MDPH et Sophie Royer qui va vous détailler l'organigramme pour commencer. Oui, tout à fait. Donc, Sophie Royer, je suis la chef du service droit et orientation qui comprend donc la MDPH. La MDPH, très rapidement, on vous a mis un organigramme pour que vous ayez en tête sa composition. C'est un organigramme qui est renouvelé depuis cette année. Donc, on voit qu'il y a une cellule d'évaluation, donc avec l'ensemble des évaluateurs, aussi bien médicaux que travailleurs sociaux, pour l'adulte. On a également une cellule dédiée à l'instruction administrative avec 17 agents instructeurs qui instruisent l'ensemble des demandes adultes. Ensuite, on a des cellules dites plus thématiques. Une cellule enfance qui est composée d'agents instructeurs et d'évaluateurs et qui évalue l'ensemble des demandes qui sont faites sur le secteur de l'enfance, donc 0-20 ans. Et une cellule dite domicile qui instruit et évalue la prestation de compensation du handicap ainsi que le suivi des demandes de fonds départemental de compensation dont on vous parlera ultérieurement. Voilà. Ensuite, donc le tout, c'est à peu près 56 agents à la MDPH et 15 référents de scolarité puisqu'il y a des enseignants référents dans les établissements scolaires avec lesquels on travaille en étroite collaboration pour l'instruction des dossiers enfance. Et on voulait aussi insister aujourd'hui sur une organisation un petit peu particulière. On a un référent aide sociale à l'enfance pour la MDPH. Donc, c'est-à-dire qu'à l'aide sociale à l'enfance, il y a un agent qui est Nathalie Ardisson, qui va se présenter après, qui est le référent pour les personnes de la protection de l'enfance sur la MDPH. Et au sein de la MDPH, sur les questions de protection de l'enfance, on a Tiffaine Babouo que l'on sollicite de façon privilégiée sur cette thématique. Nathalie, je te laisse la parole. Donc, bonjour, je suis Nathalie Ardisson, je suis responsable d'une unité de travail au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, donc plus particulièrement sur l'adoption. Et je suis également la référente donc, sur le handicap. Donc, toutes les structures ou les partenaires qui souhaitent me solliciter pour avoir des renseignements sur un dossier MDPH, par exemple, s'il a bien été déposé, savoir où est un dossier MDPH. Si vous souhaitez, au niveau des partenaires, avoir la notification aussi d'un enfant au titre de la MDPH, vous pouvez me solliciter. Donc là, je suis vraiment là pour renseigner donc, sur ces dossiers, en sachant qu'il faut bien sûr que ce soit des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on travaille avec Sophie Royer et Tiffaine Babouo environ, on se réunit tous les 2 mois pour faire un petit point sur les situations complexes, sur des dossiers un petit peu plus complexes pour donc traiter les dossiers. Donc voilà, donc vous pouvez me contacter au service de l'aide sociale à l'enfance. J'ai une adresse mail qui est la même que les collègues de la MDPH. C'est mon prénom nathalie.ardisson, donc ARDI2SON, @côte-d'or.fr. Donc vous pouvez me solliciter par mail et je vous renseignerai sur les situations que vous traitez. Voilà. Bonne journée.
Merci Nathalie. Donc un petit point maintenant sur quelques chiffres clés au sein de la MDPH pour que vous ayez une idée générale de l'activité. Au niveau statistique, chaque année, la MDPH et en particulier son instance décisionnelle, la CDAPH, rend 34 000 décisions. C'est une activité qui est à peu près stable, en légère hausse, mais à peu près stable. Pour 10 769 dossiers déposés en 2020. C'est-à-dire que pour un dossier déposé, on va rendre plusieurs décisions. On peut avoir un dossier, mais plusieurs demandes. Donc, c'est pour ça qu'on instruit un peu plus de 10 000 dossiers, mais que l'on rend 34 000 décisions. Pour un délai de traitement qui reste de 4 mois en moyenne. La répartition par thématique. On étudie environ 2000 dossiers sur l'enfance, un peu plus de 8000 sur l'adulte et la prestation de compensation du handicap, à peu près 3000 dossiers. C'est vraiment sur la PCH qu'on note la plus forte augmentation annuelle d'activité, ce qui vient finalement illustrer une société de plus en plus inclusive. Je vais maintenant laisser la parole à Mélanie. Je vais laisser la parole maintenant à Mélanie Lecomte d'Acosta, qui est responsable de la cellule d'instruction à la MDPH de Côte d'Or. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de démarrer cette présentation du fonctionnement de la MDPH par le circuit du dossier à la MDPH et donc d'en profiter pour vous détailler quelles sont nos 4 grandes missions au sein du service. Donc, notre première mission, c'est une mission d'accueil et d'information des usagers. Donc, les personnes ont la possibilité de venir à la MDPH venir à la MDPH pour déposer ou retirer un dossier. Donc, notre accueil à la MDPH, il est ouvert du lundi au vendredi, le matin, de 8h30 à 12h30 si les personnes souhaitent retirer un dossier ou le déposer. Et nous avons une permanence qui est assurée l'après-midi de 13h30 à 17h. L'accueil ne sera, lui, pas personnalisé l'après-midi, donc on encourage les usagers à plutôt venir le matin s'ils souhaitent avoir un accueil le plus personnalisé possible. Au-delà de cette permanence physique, on a également la possibilité d'être reçu de manière téléphonique. Donc, on a un numéro vert de disponible qui s'affiche donc sur la slide, le 0800 90 90, et donc sur lequel on peut répondre à chaque question d'usager. Donc, pour rappel, notre standard téléphonique est ouvert chaque jour, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Suite à cette information et orientation de l'usager peut nous déposer une demande. Donc, on parle souvent de demande MDPH, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière cette demande. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter quels sont les éléments obligatoires à transmettre pour une demande MDPH. Donc, il y a 4 documents qui sont considérés comme obligatoires. Le formulaire de demande MDPH, qui est le formulaire CERFA, qui fait 20 pages actuellement. Donc, ce formulaire de demande, pour être recevable, doit être daté et obligatoirement signé de la personne ou du représentant légal. Autre document obligatoire pour la demande, le certificat médical rempli par un médecin qui, lui, doit dater de moins d'1 an. Et pour terminer sa demande, l'usager doit transmettre un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une copie de sa pièce d'identité. Je tiens à le souligner, si ces 4 éléments ne sont pas réunis, la demande sera considérée comme non recevable et elle ne sera pas traitée tant que nous n'aurons pas reçu l'ensemble des pièces obligatoires. Donc, s'il nous manque l'une de ces pièces, la personne va recevoir un courrier l'invitant à transmettre la pièce manquante. Une fois cette demande instruite, elle est donc prête aujourd'hui à être évaluée par nos équipes. Je vais laisser la parole à ma collègue. Anne-Laure Pertier, donc adjointe au chef de service, va vous présenter la partie suivante. Donc, une fois instruites, les demandes sont évaluées par des professionnels de la MDPH en fonction de la demande de la personne. Font partie donc des équipes MDPH, des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, des travailleurs médico-sociaux, mais également des référents d'insertion professionnelle et référents techniques.
Le rôle de la MDPH est d'évaluer toutes les demandes. Cette évaluation est effectuée donc à partir des éléments qui nous sont transmis. Il est donc très important dans le formulaire de demande de bien nous indiquer quelles sont les demandes et d'expliciter en fait quelle est la situation de la personne, que ça soit la personne elle-même ou la personne qui l'a accompagnée à remplir le dossier. Et en fonction des demandes, on peut être amené à demander à l'usager des informations complémentaires ou des pièces et également un rapport de suivi à un service ou un établissement qui l'accompagnerait. Toutes ces informations nous sont très utiles, à la fois donc pour comprendre la situation de l'usager, mais aussi pour répondre au mieux à ses besoins. Je voulais également vous préciser que dans le formulaire de demande, il est important de pouvoir nous indiquer le numéro de téléphone ainsi que le mail de l'usager afin qu'on puisse le contacter directement si on avait des questions. N'hésitez pas non plus à actualiser le dossier de l'usager et à nous transmettre des informations complémentaires en cours d'évaluation si la situation était amenée à évoluer. Donc, les demandes sont vues donc, à partir des dossiers et évaluées et présentées en équipe pluridisciplinaire d'instruction. Donc, on parle d'EPI. Dans ces EPI, donc, il y a des partenaires extérieurs qui sont nommés par le directeur de la MDPH à participer donc, à cette réunion pour proposer collectivement donc, une réponse la plus adaptée à la demande de la personne. Donc, dans ce cadre-là, on a des professionnels d'établissements et services médico-sociaux et également des professionnels de l'emploi spécialisé, par exemple. Elles se réunissent régulièrement. Il y a 13 équipes différentes. Donc, on en a nommé certaines d'entre elles. Donc, une EPI emploi, une EPI psy, une EPI ESAT. Voilà, il y a différentes EPI. Et les dossiers sont orientés donc, dans ces équipes pluridisciplinaires en fonction de la dominante du dossier. Par exemple, l'équipe pluridisciplinaire 16-25 ans, c'est une équipe qui étudie les dossiers des jeunes âgés entre 16 et 25 ans pour lesquels il faut étudier une demande d'insertion professionnelle, soit en milieu ordinaire, soit en ESAT, ou également une demande de formation. Et donc, sont présents des représentants des missions locales, représentants d'établissements comme des IME, ESAT ou des services comme le SAIP ou le pôle insertion. Ces partenaires apportent leur expertise dans leur domaine de compétences. Et au total, il y a 550 équipes pluridisciplinaires par an à la MDPH. Alors, j'ai une question d'une personne qui a envoyé donc, sa question sur, je vous rappelle, il faut bien l'envoyer par mail à mdph@côte-d'or.fr, sans accent, sans apostrophe. Est-ce qu'une personne peut présenter elle-même son dossier en équipe pluridisciplinaire d'instruction ? Non, ce n'est pas possible. En fait, c'est les équipes MDPH qui prennent le relais et qui présentent la situation en équipe pluridisciplinaire. Donc, ce que j'invite, c'est la personne à contacter la MDPH et du coup à faire part donc, à un des membres de l'équipe les informations qu'il souhaite transmettre pour l'évaluation. Merci Anne-Laure. On poursuit avec la décision. Alors, une fois que la demande a été évaluée par les équipes de la MDPH, nous arrivons à l'étape de la décision. Comme il vous l'a été présenté lors de l'introduction, ce n'est pas la MDPH qui est responsable de la décision prise. C'est une commission ad hoc qu'on appelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se réunit chaque mois pour prendre les décisions liées à l'évaluation qui a été réalisée. Donc la CDAPH, je vous le rappelle, elle n'est pas composée de membres de la MDPH, elle est composée de membres de l'État, du Conseil départemental, également représentants de l'Éducation nationale, des organismes syndicaux, de la sécurité sociale et également des personnes représentant les associations de personnes handicapées et des associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux. J'en profite, j'ai une question sur comment sont choisies les associations qui sont représentées au sein de la CDAPH et de la COMEX. Donc, effectivement, c'est des décisions qui sont prises pour garantir une certaine représentativité de l'association et chaque association peut
faire une demande pour être représenté, soit auprès donc, du directeur de la MDPH ou de l'État, pour être membre de la CDAPH. Et quand il y a des renouvellements, on étudie les demandes et on essaye de garantir l'équité dans la représentation des types de handicap et garantir que ce soit des associations suffisamment représentatives. Donc, chaque mois, nous présentons l'ensemble des dossiers évalués à la CDAPH qui prend des décisions et qui permet ensuite l'envoi d'un courrier qu'on appelle notification à chaque usager ayant formulé une demande. On vous propose de vous faire un petit focus sur une notification, d'autant plus que ces notifications, elles ont changé il y a maintenant 1 an. Elles ont été changées dans le but d'une harmonisation nationale. Aujourd'hui, peu importe le département auprès duquel la demande est faite, la notification MDPH sera la même. Nos notifications sont harmonisées. Ce qui change principalement par rapport à nos nouvelles notifications de décision, donc comme vous le voyez affiché à l'écran, n'est plus communiqué aujourd'hui le nom de l'agent instructeur en charge du dossier, mais un contact générique. Donc l'usager, s'il a une question, il peut soit nous contacter par téléphone ou par mail et on lui apportera une réponse personnalisée dans les meilleurs délais. Sur la notification, vous avez également les étapes de la demande qui s'affichent. Donc la personne, lorsqu'elle reçoit sa notification, sait aujourd'hui qu'elle arrive à la dernière étape de sa demande, celle de la décision. Je vous propose d'afficher une petite notification afin d'avoir un visu. Alors, a priori, il y a un petit problème technique. Merci. Donc, vous avez à l'écran qui s'affiche une notification d'accord dans le cadre d'une demande d'allocation adulte handicapé. Donc, sur cette notification, la personne voit qu'on lui accorde une AAH à partir du 26 août 2021 et sans limitation de durée. Donc, on vous le présentera après. On a maintenant la possibilité d'attribuer des allocations de manière illimitée. La personne est également informée que c'est l'organisme payeur qui vérifiera les conditions administratives et qui ensuite versera l'allocation. Dans une deuxième page, figurent les voies de recours liées à cette décision. Si la personne n'était pas d'accord avec cette décision, elle a la possibilité de nous déposer un recours administratif préalable obligatoire afin de faire savoir qu'elle n'est pas d'accord avec cette décision. Et nous, à la MDPH, nous réévaluerons la décision, notamment si la personne apporte des éléments complémentaires, et nous enverrons une deuxième notification à la personne, soit qui maintient la décision initiale, soit qui modifie la décision. Jusqu'à présent, je vous ai parlé des demandes qui peuvent être déposées par papier à la MDPH. Je vais maintenant vous parler de la possibilité qu'on a depuis 1 an de déposer sa demande en ligne sur le site qu'on appelle Téléservice et dont l'adresse est mdphenligne.cnsa.fr. Donc, ce téléservice ne se substitue pas à une demande papier. On est vraiment sur 2 systèmes qui cohabitent. Soit vous déposez votre demande papier, soit si vous avez la possibilité de numériser vos documents, vous pouvez la déposer en ligne. Donc, l'usager doit aller sur ce site Internet et doit créer des comptes. En aucun cas, c'est la MDPH qui ne donnera les comptes pour s'inscrire sur ce site. Donc, l'usager se crée un identifiant à partir de son adresse mail et d'un mot de passe qu'il définit et a la possibilité de demander sa demande à la MDPH. Donc, ce site, il permet de dématérialiser la demande MDPH, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de droit. Et elle permet de déposer la demande MDPH auprès de la MDPH du département de résidence. Toutefois, je tiens à souligner que ce site, pour le moment, ne permet pas de suivre l'état d'avancée de la demande déposée. On est vraiment sur une plateforme de dépôt. Ce site ne permet pas non plus d'avoir des informations sur une demande qui a déjà été déposée par papier, par exemple. On est vraiment ici, comme je vous le disais, sur une plateforme de dépôt. Nous, on reçoit la demande et on l'étudie ensuite comme une demande papier. Alors, comment ça se passe sur le site en ligne? C'est assez simple, il y a 3 étapes. La personne remplit un questionnaire, qui est l'équivalent du formulaire de demande MDPH. Il importe ensuite les documents obligatoires, le certificat médical,
la pièce d'identité et son justificatif de domicile, et ensuite il valide la demande. Dès lors qu'il a validé la demande, il reçoit un mail pour lui dire que sa demande a bien été envoyée à la MDPH. Merci Mélanie. On va maintenant passer à une partie assez importante de la suite de la présentation. Ce sont donc les droits et prestations délivrés par la MDPH. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions via l'adresse mail mdph@côte-d'or.fr pour qu'on y réponde en direct. Donc, j'accueille à côté de moi Aurélie Faure, qui est infirmière à la MDPH, donc sur la cellule enfance, et Mégane Tovagliaro, qui est assistante sociale sur la cellule enfance en renfort. Et on va commencer tout de suite, donc, vous l'avez deviné, avec les prestations enfance et l'allocation enfant. Éducation de l'enfant handicapé et ses compléments. Donc, l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, c'est une prestation familiale qui est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins qui sont apportés à un enfant handicapé. Elle peut être complétée dans certains cas par un complément d'allocation et est versée par la caisse d'allocation familiale. Pour pouvoir prétendre à l'AEH, il faut que l'usager soit âgé de moins de 20 ans, qu'il habite en France, qu'il ait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou bien un taux d'incapacité qui est compris entre 50 et 79%, avec des soins, et ou un ESMS, et ou une scolarité adaptée. S'il n'y a pas un des trois critères de soins, de SMS ou de scolarité adaptée, l'allocation peut être versée. Donc, comme ma collègue vous l'évoquait, à l'allocation de base peut s'ajouter un complément en fonction des répercussions que le handicap de l'enfant entraîne en termes de frais et ou d'organisation de la vie familiale. C'est-à-dire s'il y a une cessation, une réduction du temps de travail d'un des parents pour s'occuper de son enfant, la rémunération d'une tierce personne, des frais pour les différentes prises en charge paramédicales qui ne sont pas remboursées et dont l'enfant a besoin, ou encore des frais de protection, matériel adapté. Autre notion à savoir, lors du traitement des dossiers, il est également regardé le temps de scolarisation de l'enfant. Par exemple, si un parent a totalement réduit son temps d'activité professionnelle, mais que l'enfant est scolarisé à plein temps, nous ne pourrons pas lui attribuer un complément comportant la notion le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle. Donc, il existe 6 catégories de compléments suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées. Dans certains cas, ce complément peut être remplacé par la PCH, donc il faut avoir 7 ans révolus. Les critères d'éligibilité ainsi que l'évaluation est la même que la prestation de compensation du handicap pour les adultes. Elle vous sera présentée ultérieurement par l'une de mes collègues. Donc la proposition du complément est présentée en CDAPH et donc sur le secteur enfance, il y a environ 2 commissions par mois. Donc ensuite, il y a l'évaluation. Les professionnels évaluent les difficultés rencontrées par l'enfant dans la vie quotidienne et proposent dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire l'ouverture de droit à la CDAPH. Alors parmi les prestations, il y a les prestations qui sont liées à la scolarité des enfants. Donc il y a les accompagnants des élèves en situation de handicap, elle peut être individualisée ou mutualisée. Il y a également du matériel pédagogique et des orientations scolaires telles que l'orientation en section d'enseignement général et professionnel adapté et l'unité locale pour l'inclusion scolaire. Pour pouvoir faire ces demandes, il faut qu'il y ait le GEVASCO qui est scolaire et puis pour certaines demandes telles que la SECPA et l'ULIS, il faut qu'il y ait un bilan psychométrique qui date de moins de 2 ans. Donc l'AESH individualisée, c'est une compensation humaine qui est attribuée à l'enfant ayant un besoin, un accompagnement continu et soutenu. La quantité horaire est en fonction de la scolarisation et des besoins de l'enfant. C'est en EPI que va être décidée la quantité horaire et le maximum est de 20 heures pour une scolarité de 24 heures.
Cette aide, l'AESH, elle peut être également mutualisée, donc c'est toujours une compensation humaine, hein. Là, la différence avec l'individualisé, c'est que le nombre d'heures va être défini sur le terrain en fonction des besoins de l'enfant. Sachant qu'une AESH mutualisée a plusieurs élèves, qui peut être dans plusieurs classes différentes. Donc, il peut y avoir également du matériel pédagogique, qui est une compensation matérielle. Elle va être attribuée en fonction des difficultés de l'enfant. C'est une dotation de l'éducation nationale. Il y a également des épis pour dire si cette prestation peut être accordée. Donc, l'enseignant référent envoie le formulaire de demande et les bilans à l'inspection SH et une copie à la MDPH. Donc, il y a 2 commissions par an. Il y a également dans les orientations scolaires les SECPA. Ça va être pour des élèves qui vont être en grande difficulté scolaire. Et il y a 2 portes d'entrée pour les SECPA. Si l'élève a un dossier MDPH, la demande passe par la MDPH en demande d'orientation scolaire. Et s'il n'est pas connu par la MDPH, c'est une demande de dossier qui passe en commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré. Là, c'est l'éducation nationale qui a sa propre commission. Et donc, il y a également les orientations en classe ULIS. Les ULIS, il y en a en école maternelle et primaire, et en collège ainsi qu'en lycée. Donc, ce sont des élèves exclusivement en situation de handicap. La demande passe par la MDPH. Et dans les classes ULIS, il y a une AESH collective systématiquement. Merci Aurélie. Avant de passer aux questions sur sur les prestations adultes, on va répondre aux questions qui ont été envoyées sur l'adresse mdph@côte-d'or.fr. Alors, est-ce qu'il y a un service qui aide à compléter un dossier de demande à la MDPH? Alors oui, les personnes donc, peuvent se présenter à l'accueil physique MDPH donc, tous les matins, du lundi au vendredi, entre 8h30 et midi et demi. Ils peuvent aussi bénéficier d'un second accueil par une assistante sociale, donc soit l'assistante sociale donc, du secteur enfance ou une assistante sociale donc, sur la communauté 360. Merci Anne-Laure. Mélanie, une question plus sur le dépôt en ligne. Si un établissement envoie un dossier en ligne pour une personne, est-ce qu'il doit prendre les identifiants de la famille ou créer un compte pour l'établissement? Alors, l'établissement a la possibilité de créer un compte et de générer plusieurs demandes. Toutefois, étant donné que la demande doit être signée par l'usager ou son représentant, on encourage l'établissement à nous transmettre un document sur lequel il atteste que la famille est active également dans les démarches et qu'elle est au courant des démarches qui sont faites. Très bien, merci. Il y a d'autres questions, on y répondra au fur et à mesure, en particulier sur la PCH ou le taux de refus. On vous donnera les informations un petit peu après parce qu'on va en parler un peu plus loin. Donc, on va passer maintenant aux prestations adultes avec Anne-Laure Pertier, qui est adjointe au chef de service, mais également Caroline Couvercel, qui est infirmière, évaluatrice, donc à la cellule évaluation de la MDPH. Et on commence par l'allocation adulte handicapé. Donc, l'allocation adulte handicapé donc, permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. Elle est attribuée donc, sur décision de la CDAPH et versée par la caisse d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole, donc l'organisme qui verse les prestations sociales aux familles en fonction de leurs ressources et jusqu'à l'âge légal de la retraite. Donc, effectivement, pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé, il faut être âgé entre 20 et 62 ans. Toutefois, si une personne âgée entre 16 et 20 ans peut toucher l'allocation adulte handicapé si elle n'est plus considérée à charge au niveau du foyer parental. Également, pour les personnes qui ont un taux d'incapacité supérieur à 80%, le versement de l'AAH peut continuer au-delà de l'âge minimum légal de départ en retraite en fonction du montant de la retraite de la personne. L'étude de l'attribution de l'AAH donc, va vous être explicitée par Caroline Couvercel, qui est infirmière à la MDPH.
Bonjour. Donc, les prestations financières et les cartes nous imposent de définir un taux. Donc, ce taux est déterminé grâce à notre outil qui est le guide barème, qui est un document officiel qui est disponible sur Légifrance. Donc, ce guide barème tient compte de la déficience, qui est l'altération de fonction, et des incapacités qui en découlent. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que le diagnostic, il est nécessaire à la compréhension de la situation, mais c'est le retentissement, les limitations d'activité ou de restrictions dans la vie sociale, scolaire ou professionnelle qui permettent de fixer le taux, qui est donc défini en équipe pluridisciplinaire. On définit ainsi 3 fourchettes de taux avec des effets seuils pour l'attribution de certaines prestations. Donc l'allocation adulte handicapé, elle peut être attribuée dans 2 conditions, donc soit pour un taux de 80%, soit pour un taux de 50-79% et RSDAE, donc restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée au handicap. Donc un taux de 50% correspond par exemple à des troubles d'importance légère ou moyenne avec maintien de l'autonomie, c'est-à-dire un faible retentissement sur la vie sociale, scolaire et professionnelle qu'on considère dans les limites de la normale. Donc par exemple, ça peut être un déficit auditif léger qui est compensé par un appareillage auditif. Ça peut être une déficience motrice isolée, donc quelqu'un qui a des épisodes de douleurs lombaires qui sont résolus simplement avec un traitement de la rééducation. Ça peut être un AVC, mais qui a pour conséquence une séquelle mineure avec, par exemple, une boiterie. Ou pour le plan de la déficience psychique, ça va être une souffrance psychique ou un trouble des apprentissages isolés chez l'enfant, par exemple, sans déficience intellectuelle. Sur le plan des déficiences viscérales, ça va être un diabète, mais un diagnostic qui est récent, sans complications. Pour la tranche de 50 à 79%, ça correspond à des troubles importants qui entravent de façon notable la vie quotidienne et sociale de la personne, qui nécessitent des efforts ou des adaptations importantes, mais globalement, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Donc, ça peut correspondre comme situation à des séquelles motrices d'un accident vasculaire cérébral ou d'une sclérose en plaques, une difficulté à la marche avec un périmètre de marche limité qui nécessite l'usage de cannes et un déficit. Ça peut être pour une déficience psychique une situation de personnes en dépression majeure avec des épisodes d'hospitalisation, un traitement, un suivi psychiatrique régulier. Cependant, cette personne a pu reprendre son activité professionnelle grâce à la prise en charge, mais une adaptation de type diminution de temps de travail, des adaptations de poste. Le taux de 80%, lui, correspond à 2 situations. Donc, le cas d'une abolition de fonction, donc par exemple une personne qui est en cécité ou en surdité profonde, ou un trouble moteur rendant la marche impossible, ou une situation d'entrave majeure dans la vie quotidienne avec une perte d'autonomie, des incapacités sévères qui nécessitent des compensations et des aides importantes. Donc ça va être par exemple une personne qui a une déficience viscérale qui nécessite de l'oxygène en permanence, ou une personne qui a des troubles cognitifs majeurs qui rendent impossible le maintien à domicile, ou le maintien à domicile va être possible au prix d'un étayage très important. Par exemple, un accompagnement SAVS, un passage à domicile de la famille et d'une infirmière quotidien et un suivi régulier, par exemple au CMP ou avec un psychiatre en libéral. Merci. On passe à une autre prestation adulte, le complément de ressources, Caroline. Oui, alors le complément de ressources, c'est une allocation qui s'ajoute à l'allocation, qui permet de constituer une garantie de ressources supplémentaires, mais cette prestation n'est plus attribuée depuis 2019. On maintient les droits jusqu'en 2029, mais elle est remplacée maintenant par une prestation qui est directement mise en place par la CAF. Merci Caroline pour ces éclairages. On va maintenant regarder de plus près les orientations professionnelles.
Et pour ça, je vais laisser la parole à Laetitia Jeunesse, qui est travailleure sociale à la MDPH. Donc, les orientations professionnelles qui sont décidées à la MDPH visent à définir donc, le milieu de travail dans lequel la personne pourra exercer une activité adaptée. Donc, la CDAPH a la possibilité donc, de décider 3 types d'orientations professionnelles. Donc, la première, c'est l'orientation vers le marché du travail, qui concerne les personnes qui ont un besoin de soutien pour trouver un emploi ou pour se maintenir à leur poste de travail, dans le cas de difficultés liées à leur handicap. Donc, le marché du travail concerne les entreprises en milieu ordinaire, les entreprises adaptées et le secteur public. Donc, la CDAPH, elle peut également préconiser donc, des motivations complémentaires non contraignantes, donc, qui sont des orientations vers des structures spécialisées pour que les usagers puissent bénéficier d'un accompagnement spécifique. Ces précisions, elles sont issues du travail qui est fait donc en EPI et elles servent à indiquer la structure qui est la plus à même d'accompagner la personne dans son projet et dans son parcours professionnel. Donc ça peut être des partenaires comme Cap Emploi, le service social de la CARSAT, Challenge Emploi, Pôle Emploi. Donc la deuxième orientation possible, c'est l'orientation au milieu protégé, donc qui renvoie aux ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail. Ce sont des personnes qui sont orientées en ESAT, sont des personnes qui n'ont pas la capacité de travailler en milieu ordinaire, qui ont tenté de travailler en milieu ordinaire, mais qui ont été confrontées à des grosses difficultés. Donc, ce sont des personnes pour lesquelles on définit qu'elles ont une capacité de travail inférieure à 30% et un besoin d'accompagnement spécifique et d'un encadrement surtout spécifique. Pour nous aider dans l'évaluation sur l'orientation en milieu protégé, il existe un outil qui est la mise en situation professionnelle en ESAT, donc on appelle les MISP, qui permettent aux personnes de réaliser des stages dans les ESAT. Et puis la dernière orientation, c'est l'orientation vers une formation, notamment pour les personnes qui ont besoin d'un reclassement professionnel, donc qui ont besoin d'une reconversion ou d'une formation qualifiante complémentaire. Donc, aux orientations professionnelles s'ajoute la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est attribuée à toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de son handicap. Pour évaluer la RQTH et l'orientation professionnelle, il est important pour les équipes de la MDPH que la partie D du formulaire elle soit bien remplie pour qu'on ait plus d'informations nécessaires à l'évaluation. Donc, la RQTH, pour une personne qui est demandeur d'emploi, elle permet d'accéder à un réseau spécialisé ou à des dispositifs, des mesures d'aide et également de mobiliser des aides de l'AGFIP et du FIPHFP. Pour des personnes qui sont en emploi, la RQTH, elle permet de même d'accéder à des dispositifs d'accompagnement de maintien dans l'emploi, de bénéficier d'aménagement de poste, d'aménagement d'horaire, de mobiliser des aides. Et la RQTH, pour les personnes qui ont besoin de formation, elle donne accès à des bilans de compétences adaptés et à des formations professionnelles spécialisées donc dans des établissements qu'on appelle des ESRP, établissements et services de réadaptation professionnelle. C'est à la personne quand la personne reçoit une notification de RQTH et d'orientation professionnelle, c'est à elle d'informer son employeur ou les personnes qui l'accompagnent si elle veut que ces aides puissent être mobilisées et ces aménagements mis en place, mais la loi l'autorise de ne pas tenir à informer son employeur de la décision. Ok. Avant de passer à la prestation suivante, je vous propose de faire un petit point sur les questions. Anne-Laure, quel est le montant maximum de l'AH et est-ce qu'il est le même dans tous les départements? Alors oui, le montant de l'AH, il est national, il est défini donc par la loi et au 1er avril 2021, le montant de l'AH était de 903,60 €.
une question, est-ce qu'une personne de plus de 62 ans peut prendre sa retraite, l'ASPA qui est récupérable sur succession, et continuer à percevoir l'AH qui n'est pas récupérable? Alors ça, c'est des calculs qui sont faits au niveau des caisses de retraite et de la caisse d'allocation familiale, c'est-à-dire que la personne doit déposer une demande de mise en retraite. Il y a un calcul de ses droits à retraite qui est fait et ensuite, c'est la CAF qui vient verser, si le montant est inférieur au montant de l'AH, un complément. Ok. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions. On les prendra juste après. On va maintenant partir sur la prestation de compensation du handicap. Et j'en profite pour vous présenter les collègues. Donc, on a autour de la table Aurélie Da Silva, qui est travailleure sociale, et Jessica Cola, qui est également travailleure sociale et qui sont sur la cellule domicile. J'en profite pour vous dire qu'on a eu une question en début de session sur la PCH. Est-ce que, si vous pouvez y répondre au fil de votre présentation, qui demande est-ce que pour la PCH aide humaine, est-ce qu'il y a une évaluation systématiquement au domicile de la personne avant de savoir si le dossier peut être statué? Donc voilà, ça sera l'occasion d'évoquer dans votre présentation. Donc, la PCH, la prestation de compensation du handicap, c'est une prestation qui est apparue en 2005 avec la création des MDPH. Et en fait, cette prestation, elle vient remplacer l'ACTP, donc l'allocation compensatrice de tierce personne. Cette prestation, elle est individuelle et elle se veut modulable. Elle a vocation à pouvoir aider les bénéficiaires à faire face aux conséquences du handicap, des handicaps, dans leur quotidien. Donc, c'est une prestation qui est attribuée par la MDPH, mais qui est versée par le conseil départemental. Donc, la PCH, elle est évaluée par une équipe pluridisciplinaire qui est composée de travailleurs sociaux comme nous deux, d'assistantes sociales, de conseillères en économie sociale et familiale. On a également une infirmière et 2 ergothérapeutes. Donc, tout comme l'allocation éducation spécialisée pour les enfants, il y a des conditions d'accès pour être éligible à cette prestation. Donc, un premier critère d'âge, donc avoir des difficultés avant l'âge de 60 ans, ou être toujours en activité professionnelle après l'âge de 60 ans, ou avoir déposé une demande après l'âge de 60 ans, mais avoir eu des difficultés avant l'âge de 60 ans. Donc, grâce au certificat médical qui peut statuer sur ce fait. À ce jour, il n'y a plus de barrière d'âge, c'est-à-dire qu'une personne peut prétendre à une prestation de compensation du handicap à 60 ans et avoir le droit jusqu'à la fin de ses jours. Le deuxième critère, c'est vivre en France. Et le troisième critère, donc, c'est avoir une perte d'autonomie liée au handicap. C'est-à-dire qu'il faut que la personne rencontre au moins une difficulté absolue ou 2 difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc, les évaluations se font toujours sur rendez-vous, donc soit au domicile de la personne, soit par téléphone, soit à la MDPH si les personnes le souhaitent. Tout d'abord, nous évaluons la difficulté à l'aide d'une grille qui s'appelle le GEVA. C'est une grille unique pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes, qui est répartie avec 19 items répartis en 4 domaines. La mobilité, telle que marcher, se déplacer, l'entretien personnel, tout ce qui est autour de la toilette, de l'habillage, la communication, parler, utiliser les appareils de communication, et tout ce qui est autour des tâches et exigences, c'est-à-dire la relation avec autrui, maîtriser le comportement. Les difficultés doivent être définitives ou au moins avec une durée prévisible d'1 an. Suite à l'évaluation, il y aura l'élaboration d'un plan personnalisé qui prend en compte les besoins de la personne, tout en prenant en compte également le cadre de la loi. Cette présentation est présentée en équipe pluridisciplinaire avec les travailleurs médico-sociaux et les médecins ou infirmières. En parallèle, cette proposition de plan d'aide est envoyée 15 jours avant à l'usager. Cette même proposition est présentée à la Commission des droits et de l'autonomie qui vont statuer, c'est-à-dire valider ou non la proposition de plan d'aide.
Suite à cette commission, il y aura une notification, une décision qui sera envoyée à l'usager avec l'aide décidée, la durée et les actes qu'il comporte. La PCH a 5 axes pour être au niveau des financements. Donc, l'aide humaine, l'aide technique, l'aménagement de logement, avec également les transports, l'aménagement du véhicule, les aides exceptionnelles ou spécifiques, et le dernier droit, donc les aides animalières. Donc, au niveau des aides humaines, peut aider à financer tout ce qui est actes essentiels, toilettes, habillage, l'accompagnement à la vie sociale ou encore la surveillance, tout en sachant que la surveillance, c'est selon un cadre bien précis et des conditions. Il peut y avoir différents modes d'intervention, donc soit une association par prestataire, mandataire, ou du chèque emploi-service, ou un aidant familial par le biais du dédommagement familial. Il y a bien sûr des situations spécifiques, telles que pour les difficultés au niveau visuel ou surdité, où là, la PCH peut être versée sous forme de forfait. Ou également dans le cadre où les personnes se rendent en foyer d'accueil médicalisé ou foyer occupationnel, en hébergement, à ce moment-là, il peut être alloué un forfait établissement, calculé sur certaines conditions, avec en plus un dédommagement familial si les personnes rentrent au domicile familial. Il y a également les aides techniques, donc c'est tout ce qui est financement autour des accessoires pour un fauteuil roulant manuel ou encore des audioprothèses ou un siège de bain. Nous pouvons financer les aides techniques achetées avant le dépôt de la demande jusqu'à 6 mois et sous validité d'une ergothérapeute. Il y a également les aménagements de logement, le financement d'un remplacement d'une baignoire par une douche ou l'accessibilité extérieure avec une main courante. Il peut y avoir aussi l'aide financière au déménagement, sous certaines conditions, toujours en lien avec le handicap. Les travaux peuvent commencer après le dépôt de la demande, sous réserve de la validation de l'ergothérapeute et de la commission des droits de l'autonomie. Il y a également les aménagements de véhicules qui comportent tout ce qui est adaptation de poste de conduite ou chargement pour un fauteuil roulant manuel, mais en aucun cas le financement d'un achat de véhicule. Il y a également le financement des surcoûts de transport, soit pour se rendre dans un institut médico-social tel qu'un foyer occupationnel ou pour se rendre sur le lieu de travail s'il y a besoin d'une adaptation. Il y a également les aides exceptionnelles. Souvent, ils sont connus pour financer en partie les séjours adaptés ou des séances d'ergothérapie sous certaines conditions. Et les aides spécifiques qui financent tout ce qui est abonnement télé-alarme, frais de protection. À la différence des aides exceptionnelles, les aides spécifiques sont versées mensuellement sur justificatif et les aides exceptionnelles sont financées en une fois. Il y a également les aides animalières qui financent les frais liés à l'entretien d'un chien guide ou d'un chien d'assistance. Il faut noter que ces différentes aides ont une durée qui est bien définie et des finances qui sont plafonnées. Aurélie va vous présenter l'évolution de la loi au niveau de la PCH. Donc en effet, l'année 2021 a connu deux évolutions importantes concernant le cadre de la PCH. La première concerne l'attribution d'une aide à la parentalité. Donc cette aide, elle se fait sous deux formes. Il y a un volet aide humaine qui est mensuel. Donc c'est une somme forfaitaire qui est attribuée aux bénéficiaires de la PCH aide humaine qui auraient un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans. Cette aide, elle a vocation à financer des aides humaines pour soutenir la famille au domicile. Il y a aussi un volet aide technique qui lui est un forfait ponctuel qui est versé pour chaque enfant du parent en situation de handicap éligible à la PCH. Et donc, cette aide ponctuelle, elle a vocation à financer des aides techniques spécifiques, type table allongée adaptée pour une personne en fauteuil roulant, porte-bébé, tricycle. Ça peut être aussi des babyphones avec dispositifs lumineux dans certaines situations. Enfin, autre évolution, il y a depuis janvier maintenant une possibilité d'aide à la préparation des repas. Cette aide, elle est possible pour les personnes qui bénéficient d'une PCH en aide humaine, bien sûr, mais qui ont un besoin d'aide spécifiquement lié à la prise des repas. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir
proposer d'aide à la préparation des repas pour quelqu'un qui n'aurait pas de déficience, qui ne lui permettrait pas de manger seul. Et donc, cette préparation des repas, elle va pouvoir aider en partie ou en totalité la préparation du repas, la vaisselle, le fait de pouvoir nettoyer les ustensiles de cuisine et le plan de travail après le repas. Une petite précision au niveau de l'aide humaine, le ménage n'est toujours pas financé dans le cadre de la PCH. J'ai quelques questions sur la PCH. Vous parlez de la PCH individuelle, mais de plus en plus, il y a des demandes de mutualisation de la prestation de compensation du handicap. Exemple, habitat inclusif. Effectivement. Alors effectivement, mais il y aura toujours une PCH individuelle, c'est-à-dire que nous évaluerons chaque situation de chaque personne et bien sûr, il y aura une PCH mutualisable au niveau, par exemple, de tout ce qui est surveillance ou accompagnement à la vie sociale ou encore préparation de repas. Par contre, tout ce qui est acte essentiel, toilette, habillage, élimination, c'est bien des aides individuelles. C'est-à-dire que la personne déménage du lieu de l'habitat inclusif pour retourner dans un appartement lambda, elle repartira, entre guillemets, avec ses heures, tout ce qui est toilette, habillage, accompagnement à la vie sociale. Tout n'est pas mutualisable. Uniquement l'accompagnement à la vie sociale, la préparation de repas et voire les heures de surveillance. Merci Jessica. Une autre question. La MDPH peut-elle intervenir au titre de la PCH pour une aide technique ou humaine qui serait nécessaire pour un adulte en formation sur son temps de formation, continue ou alternance? Alors, sur l'aspect technique, oui. Sans souci. Sur l'aspect humain, je pense que c'est à évaluer de manière affinée pour voir quel type d'aide cela apporterait et comment. Mais à titre de comparaison, les jeunes qui sont en situation de PCH en aide humaine et qui sont étudiants, en fonction du profil, on a des jeunes qui se rendent à la fac, entre autres, et pour lesquels l'accompagnant est présent quand on est dans une situation de mobilité extrêmement réduite. Donc, à réfléchir au cas par cas, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour avoir un éclairage. Très bien. Merci Aurélie. Avant de passer au sujet suivant que sont les cartes, je vous propose de reprendre quelques questions qui sont arrivées. On nous demande si on va parler de la MVA, la majoration de la vie autonome, Anne-Laure. Alors, la majoration de la vie autonome, c'est la prestation qui a remplacé le complément de ressources. Et du coup, c'est une allocation qui est calculée par l'organisme qui verse les prestations familiales en complément donc, de l'ouverture d'un droit à une allocation adulte handicapé. Une autre question. Peut-on avoir une double orientation, milieu ordinaire et milieu protégé? Cela peut peut-être faciliter le passage entre les deux. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, la MDPH peut décider d'une orientation professionnelle soit en milieu ordinaire ou soit vers le milieu protégé. Elle ne peut pas attribuer les deux. Visiblement, il y a des évolutions à venir par rapport à ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est soit l'un ou soit l'autre. Dans quel cadre une orientation passe? Faut-il une notification MDPH? Alors, les prestations d'appui spécifiques sont des prestations en fait qui sont orientées par le service public de l'emploi, mais la MDPH peut, lors de l'étude d'une situation, préconiser donc à la personne handicapée de se rapprocher soit de son conseiller Pôle emploi ou mission locale ou Cap emploi pour justement mettre en place une PASS. Une autre question, la MDPH peut-elle financer plusieurs formations pour une même personne? Alors ça, c'est étudié au cas par cas. Il arrive effectivement qu'une personne, du coup, ait besoin d'une première formation, type une formation de remise à niveau, et ensuite de basculer sur une formation qualifiante. Donc ça, l'orientation est faite par la MDPH. Le financement, du coup, n'est pas du ressort de la MDPH. Si une personne reçoit une notification orientation en ESAT, quel organisme peut l'accompagner?
Alors, dans un premier temps, dans le cadre de sa notification vers un ESAT, nous lui préconisons de prendre contact avec un établissement. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse se faire connaître au niveau de l'établissement et ensuite, elle peut contacter les différents ESAT de Côte d'Or, voire au niveau de la France entière, hein, si du coup, elle cherche un ESAT plus spécifique, et de se faire connaître. Une dernière question. Dans le cas d'un accord AH, la personne doit-elle faire une demande spécifique auprès de la CAF? Alors non, nous avons un système du coup d'information actuel où du coup chaque décision prise par la CDAPH est envoyée donc à la CAF quelques jours après la commission, ainsi que le formulaire de demande pour que la CAF ou la MSA puissent se charger du paiement de cette allocation. Merci Anne-Laure. Je vous propose de passer à la carte mobilité inclusion. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent encore, on les traitera juste après. Donc Caroline Couvercel, infirmière donc au service, qui revient pour nous parler de la carte, enfin des cartes. Alors les différentes cartes qu'on appelle CMI, la carte mobilité inclusion remplace les anciennes cartes qui étaient connues sous le nom de priorité, invalidité et stationnement, qui étaient des cartes papier sur lesquelles on collait une photo. Donc depuis 2017, les CMI sont éditées au format carte de crédit et elles ne sont plus fabriquées à la MDPH, mais elles sont éditées par l'imprimerie nationale. C'est pourquoi il ne faut plus nous envoyer directement les photos. Donc la CMI, elle facilite le quotidien des personnes handicapées ou en perte d'autonomie et notamment au niveau des déplacements. Donc la carte CMI inclusion priorité, le critère d'attribution, c'est la station debout pénible. Et donc, elle permet d'accéder en priorité aux files d'attente et puis de s'asseoir dans les transports en commun. Elle est attribuée sans critère de taux dès lors que la personne est inférieure à 80% et que le critère de station debout est reconnu pénible. La carte CMI invalidité, par contre, est attribuée uniquement pour un taux d'incapacité supérieur à 80% et pour les personnes âgées qui ont un GIR évalué 1 et 2. Elle donne les mêmes droits que la carte priorité, plus des réductions fiscales et priorité aussi pour les logements sociaux et une gratuité d'accès, par exemple, dans les musées, différentes structures. La carte mobilité inclusion stationnement, il n'y a pas de notion de taux de handicap. Le critère, c'est vraiment la difficulté de déplacement, l'autonomie à pied pour la personne et également les personnes âgées qui sont évaluées en critères 1 et 2. Et elle permet d'utiliser les places réservées au stationnement de personnes handicapées, donc soit les places qui sont matérialisées au sol, mais également toute place de stationnement urbain, même non matérialisée. Et dans certaines villes, elle donne également la gratuité de stationnement. Alors, pour faire le lien avec la carte de stationnement, moi je souhaiterais faire un petit focus sur la carte de stationnement qu'on appelle CMI personne morale et qui concerne les organismes et structures. Donc la MDPH instruit pour le compte de la préfecture les demandes de cartes de stationnement pour les établissements et organismes. Donc une CMI stationnement peut être accordée à un établissement, à une association pour le transport collectif et régulier de personnes en situation de handicap. Donc c'est le préfet qui accorde une carte de stationnement par véhicule de la structure. S'il y a plusieurs véhicules au sein de la structure, l'établissement doit nous faire plusieurs demandes. Très bien, merci Mélanie pour ces précisions et Caroline donc, pour ces explicitations sur la CMI. Avant de passer sur la question de l'attribution des droits illimités, je reprends une question. Est-ce que la prestation handicap, donc je pense que c'est l'AH, l'allocation adulte handicapé pour adultes, est-ce qu'elle peut être versée en complément du RSA, Anne-Laure ?
Alors, l'AH, au même titre que le RSA, est un revenu minimum qui est versé donc, par la CAF. Étant donné que ce revenu minimum est supérieur donc, au RSA, donc je vous ai dit que le montant était de 903 € par mois, l'AH n'est pas versé en complément du RSA, mais à la place. Très bien. J'ai une question sur la prestation de compensation du handicap. Donc, Jessica, est-ce que l'aide à la préparation des repas vient en plus de la PCH parentalité ou est-ce compris dedans? Non, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une PCH aide humaine, parentalité et aide technique. Et en plus, octroyé une PCH pour de l'aide humaine type préparation de repas. Ça vient en plus. Merci. Une autre question. Qu'est-ce qui justifie le choix entre prestation de compensation du handicap et l'APA, donc l'allocation pour les personnes âgées, à partir de 60-62 ans? Est-ce cumulable? Alors non, la PCH n'est pas cumulable avec l'APA. Donc en fait, ce qui va être fait, c'est que vous pouvez faire une demande soit à l'APA, soit à la MDPH par le biais de la PCH. Ça sera étudié par un médecin qui est spécialisé par rapport à ce type d'usager. Et selon les demandes, selon les difficultés rencontrées, si bien sûr les personnes ont rencontré des difficultés avant l'âge de 60 ans qui entravent leur vie quotidienne, à ce moment-là, être éligible à la PCH, être présenté en équipe avec des travailleurs médico-sociaux du secteur du SMANCO, donc du secteur APA. Donc, il y aura deux possibilités, soit une visite commune où on expliquera chacune des prestations et après, l'usager, au vu des besoins et des difficultés, se prononcera sur le choix. Mais par contre, la PCH et l'APA ne sont pas cumulables. Soit on peut avoir l'APA pendant quelques temps et par la suite, au vu de l'évolution des difficultés, basculer à la PCH ou à l'inverse, avoir la PCH et basculer à l'APA. Les deux grandes différences, ce sont que l'APA peut financer des aides ménagères alors que la PCH non à ce jour. Et le deuxième critère très important, c'est que l'APA prend en compte les ressources. Donc, la personne a un ticket modérateur et selon le ticket modérateur et les besoins, l'une ou l'autre sera plus pertinente. Mais vraiment, c'est un comparatif. Et ce que j'invite les personnes, c'est ne pas faire deux demandes, une à l'APA, une à la PCH. C'est vraiment soit à l'APA, soit à la PCH de faire une demande. Et il y a une équipe qui est spécialisée qui évaluera laquelle des deux prestations est le plus avantageuse pour la personne. Jessica, une question sur est-ce qu'il y a des aides possibles pour des heures de ménage pour les personnes en situation de handicap moteur? Alors après, il y a l'aide sociale au niveau du département qui peut venir, mais c'est sous condition de ressources. Il y a tous des différents critères pour les personnes de moins de 60 ans. D'accord, merci. A priori, j'ai dû faire le tour des questions sur la prestation de compensation du handicap, mais restez pas très loin. Ah, il y en a peut-être une autre. Dans le cadre de la PCH aide humaine, comment est évaluée la situation pour les enfants de moins de 7 ans? Alors, pour les personnes de moins de 7 ans, déjà, il n'y a pas de prestation de compensation du handicap. Ça, c'est bien mis dans la loi. On partira plus sur une AEH de base et un complément au vu des besoins de la personne et de la situation de l'enfant. Après l'âge de 7 ans évolue, à ce moment-là, ma collègue Aurélie Da Silva élaborera un comparatif à voir si c'est la prestation de compensation le plus adaptée au vu des besoins au niveau de l'aide humaine ou un complément. Mais c'est vraiment les parents, enfin les usagers qui choisiront le mieux pour eux, tout en sachant qu'on suit les évolutions. À un moment donné, le complément peut être plus intéressant et à d'autres moments, ça sera la prestation. Mais la prestation de compensation du handicap ne sera pas étudiée avant l'âge de 7 ans. Merci Jessica pour ces précisions. Donc, vous pouvez toujours envoyer des questions, on y répondra un peu après. Donc, à la suite des cartes mobilité inclusion, on vous propose de faire un petit focus sur l'octroi des droits illimités. C'est une nouveauté qui est dans le cadre de la simplification, une nouveauté dont on s'est beaucoup emparé la MDPH de Côte d'Or, puisqu'on on fait partie des 10 MDPH qui attribuent le plus de droits en illimité.
Donc, la mise en place des droits illimités, elle fait suite à 2 décrets. Donc, un premier décret, le décret du 24 décembre 2018, portant diverses mesures dans le champ du handicap. Alors, ce décret a permis notamment l'allongement de la durée maximum d'attribution de certains droits pour la personne handicapée, ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Donc, sont concernés par rapport à cette attribution sans limitation de durée, l'allocation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion, ainsi que la RQTH. Donc, pour l'allocation adulte handicapé, la personne doit présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable compte tenu des données de la science. Pour la carte mobilité inclusion mention invalidité, c'est pour les mêmes personnes et dans les mêmes conditions. Et pour la RQTH et l'orientation vers le marché du travail pour les personnes qui présentent une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions, donc physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, donc des altérations qui réduisent ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Le deuxième décret, c'est le décret du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc, il allonge la durée d'attribution. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est d'au moins égal à 80% et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration, à ce moment-là, l'AEH de base est attribuée sans limitation de durée jusqu'aux 20 ans de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à l'ouverture d'un droit à l'allocation adulte handicapé. La durée minimum d'attribution d'un éventuel complément à l'AEH est également triplée. Il passe de 3 ans, contre auparavant, il était à 1 an. Et lorsque le taux de capacité de l'enfant se situe entre 50 et 80%, les droits à l'AEH de base, et le cas échéant donc de son complément, sont attribués pour une durée égale au moins à 2 ans et au plus à 5 ans. La durée maximum de validité des autres décisions de la CDAPH, telles que les décisions d'orientation, alors orientation professionnelle ou en établissement et services médico-social, est passée donc à 10 ans contre 5 ans précédemment. Pour vous donner quelques chiffres, au niveau selon le baromètre CNSA, en date du 30 juin 2021, la MDPH de Côte d'Or a attribué 87% d'AH illimité pour des personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80% et 23% de RQTH illimité. Très bien. Avant de passer aux orientations en établissement, je vous fais un petit point question. Une question pour Mélanie. Une entrée en ESAT, est-ce qu'il existe un délai d'attente? Alors aujourd'hui, il existe des délais qui sont propres à chaque structure, donc à chaque ESAT sollicité. Donc on ne pourra pas vous préciser quel est le délai d'attente moyen aujourd'hui dans une structure, puisque chaque structure a un délai d'attente qui est différent. Donc, ce qu'on vous invite, c'est effectivement à contacter l'établissement, donc l'établissement l'ESAT concerné, qui lui pourra vous communiquer le délai d'attente moyen. Merci Mélanie. Une autre question sur le CMI personne morale. Est-ce qu'il est possible d'en demander une pour un habitat inclusif? Aujourd'hui, au regard de la loi, toute structure qui effectue un transport collectif de personnes handicapées de manière régulière peut solliciter une CMI personne morale. Donc, en ce sens, un habitat inclusif, s'il effectue du transport des personnes accueillies au sein de l'habitat dans un véhicule collectif, peut se voir octroyer une carte. Merci pour ces précisions. Je reviens sur une question qui a été posée au début de la session. Combien de refus en moyenne par an fait-on au niveau de la MDPH? Alors, c'est très variable selon les prestations, mais je vais donner la parole à Océane Magnou. Oui, donc par exemple, pour l'année 2020, il y a eu 49% de refus d'AEH, donc d'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé, 23% pour l'AAH, donc pour l'allocation adulte handicapé. Concernant la PCH, au niveau des adultes,
on était à 49% de refus, donc un peu plus de 50% d'accord, 51% d'accord. Au niveau de l'enfance, on était à 57% de refus et 43% d'accord. Concernant la RQTH, c'est là où on a le plus faible taux de refus, on était à 9% de refus au niveau de la RQTH. Concernant les CMI, 65% des cartes étaient accordées. Et puis, à titre d'exemple aussi, au niveau des AESH, des accompagnants des élèves en situation de handicap, là, il y avait 75% d'accord. Donc, les refus, après, s'expliquent par l'évaluation qui est faite de la situation en lien avec la prestation demandée. En cas de refus, je le rappelle, les personnes peuvent déposer sous 2 mois un recours administratif préalable obligatoire afin de voir réétudier leur demande et au besoin renvoyer des éléments complémentaires pour une nouvelle étude. Je vous propose maintenant d'avancer donc sur les orientations en établissements et services médico-sociaux. Mélanie. Alors, lors de l'évaluation, la MDPH peut également proposer des orientations auprès d'établissements et services médico-sociaux. Donc, c'est l'évaluation globale de la situation de la personne selon sa déficience et ses capacités qui vont déterminer l'établissement ou le service compétent pour prendre en charge la personne et l'accompagner. Donc, s'agissant des établissements et services adultes, il existe différentes catégories d'établissements selon le niveau d'accompagnement et de prise en charge. Donc, je vais vous faire la différence entre les établissements médicalisés et les établissements qui ne sont pas médicalisés. Donc, il existe deux catégories d'établissements médicalisés pour les personnes dépendantes ayant besoin d'assistance pour les actes essentiels et qui ont besoin de surveillance médicale. Donc, on parle d'EAM, établissement d'accueil médicalisé. Alors, l'ancienne appellation, c'était les FAM, les foyers d'accueil médicalisés. Aujourd'hui, nous parlons d'établissements d'accueil médicalisés et de maisons d'accueil spécialisées, les MAS. La différence entre ces deux structures se situera sur le degré de besoin de surveillance médicale de la personne, les MAS étant les établissements qui accueillent les profils les plus lourds. Les personnes qui, quant à elles, ont plus d'autonomie dans leur quotidien et qui ont peut-être une capacité de travail seront, elles, orientées auprès d'établissements d'accueil non médicalisés, ce qu'aujourd'hui on appelle les EANM. Et concrètement, ce sont des orientations qui sont faites auprès de foyers de vie et de foyers d'hébergement pour une personne qui, par exemple, travaillerait en ESAT la journée. Donc, voilà pour les établissements médico-sociaux. Pour les personnes qui vivent à domicile, la MDPH peut également proposer à la personne un accompagnement par un service qui interviendra sur son lieu de vie. Donc, il existe deux catégories de services, les SAVS et les SAMSA. Donc, le SAVS est un service d'accompagnement à la vie sociale. Il s'adresse aux personnes en demande qui demandent à être soutenues dans leur quotidien en milieu ordinaire. Les domaines d'intervention d'un SAVS sont multiples. Il peut, par exemple, accompagner la personne à la recherche d'emploi, l'accompagner dans la gestion de ses documents administratifs. Il peut également l'accompagner à la recherche d'un nouveau logement. Lorsque l'accompagnement est plus médicalisé, que le besoin de la personne se tourne plus sur les soins, nous pouvons faire appel à un SAMSA, un service d'accompagnement médico-social, qui, lui, va intervenir de manière plus médicalisée et qui peut, par exemple, mettre en place un suivi médical coordonné auprès des professionnels dont dépend la personne. Petite précision pour conclure cette diapositive sur les orientations en établissement. Les admissions en EHPAD ne font pas l'objet aujourd'hui d'une orientation par la CDAPH. Merci Mélanie. Je vous propose de poursuivre avec l'accueil familial adulte. Donc l'accueil familial adulte, c'est une petite incise parce que ça ne concerne pas la maison départementale des personnes handicapées, mais le conseil départemental. Mais c'est une cellule qui est dans le service donc, et qui propose un mode d'accueil très intéressant et parfois méconnu. Donc je tenais aujourd'hui à mettre en avant sur ce webinaire.
Donc, c'est une alternative finalement entre le domicile et l'établissement qui permet à une personne, soit en situation de handicap, soit une personne âgée, de bénéficier d'un cadre de vie familial avec un accompagnement qui est vraiment personnalisé. Il n'y a pas de condition d'âge pour bénéficier d'un accueil familial, si ce n'est d'être adulte. En Côte d'Or, on a à peu près une soixantaine d'accueillants, essentiellement en milieu rural, pour au total 125 places d'accueil. Les accueillants sont agréés à l'issue d'une évaluation réalisée par des travailleurs sociaux par le président du conseil départemental, sachant qu'une personne peut accueillir de 1 à 3 accueillis. Ce ne sont pas des salariés du département. Les personnes accueillantes rédigent avec l'accueilli un contrat de gré à gré. Les accueillis peuvent bénéficier d'aides pour financer donc l'accueil familial à travers soit la prestation de compensation du handicap, soit l'aide sociale, l'APA ou encore l'allocation logement. Le contrat est souvent établi entre le tuteur de l'accueilli et l'accueillant. Donc voilà, et si vous souhaitez plus d'informations sur ce mode d'accueil, on a des plaquettes qui sont disponibles à l'accueil de la MDPH ou sur simple demande au 03 80 63 64 34. Un petit focus maintenant avec Mélanie sur Via Trajectoire. Oui, alors Via Trajectoire, c'est peut-être un site internet que certains connaissent déjà. Nous, c'est un site internet qu'on utilise en interne à la MDPH afin d'envoyer auprès des structures médico-sociales les orientations que nous réalisons. Donc, Via Trajectoire a un double objectif. Il permet pour la MDPH de faire connaître à l'établissement le nom de la personne qu'on oriente sur sa structure. À charge pour la structure ensuite de prendre contact avec la personne afin de réaliser des entretiens, des évaluations en vue d'une future potentielle admission. Le deuxième objectif de Via Trajectoire, c'est aussi de proposer un annuaire de tous les établissements médico-sociaux de France. Et également, il a un volet personnes âgées de tous les EHPAD. Nous, on l'utilise exclusivement sur son volet personnes en situation de handicap. Donc, vous trouverez sur le site internet Via Trajectoire toutes les orientations et les établissements et services médico-sociaux du département, avec leur adresse et leurs coordonnées si vous souhaitez les contacter. Merci Mélanie. On continue avec une présentation de la communauté 360 avec Océane Manu qui est chargée de projet à la MDPH. Océane, je vous laisse la parole. Oui, alors dans un premier temps, je voulais juste vous rappeler ou vous informer qu'un webinaire aura lieu le jeudi 7 octobre à 14 h sur la communauté 360. Donc 1 heure pour tout savoir sur la communauté 360. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse mdph@côtedor.fr. Donc là, on va faire un petit focus assez simple et rapide. Tout sera vraiment détaillé lors de ce prochain webinaire. Donc la communauté 360, en fait, elle s'inscrit dans la continuité de la démarche Réponse accompagnée pour tous, dont la mission est d'accompagner les personnes handicapées et leurs proches aidants, donc dans leur parcours, en évitant les ruptures. Il y a différents types de besoins, de soutien, d'accompagnement, des demandes d'aide et de répit, et notamment donc les risques de rupture. L'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse territoriale intégrée et inclusive à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Donc, comment ça se passe concrètement? Toute personne, tout partenaire, toute personne proche d'une personne en situation de handicap peut saisir la communauté 360 à l'aide d'un formulaire de saisine. Un formulaire a été établi à cet effet pour pouvoir nous solliciter. Une fois qu'on reçoit cette saisine, donc là, dans la saisine, il est détaillé la situation de la personne, ses besoins. On inscrit la saisine à la prochaine commission d'orientation des situations. C'est-à-dire que 2 fois par mois, on étudie les saisines reçues dans le cadre de la communauté 360. Lors de cette commission, nous n'étudions pas la demande dans le sens où on ne va pas résoudre la situation tout de suite. C'est vraiment, on va qualifier le niveau de complexité des demandes. Donc, il y a 3 niveaux de complexité. Le niveau 1 qui correspond plutôt à l'écoute, l'accueil, l'accompagnement de la personne. Le niveau 2 qui correspond du coup à de la prévention, de l'avancement de solutions, de la coordination partenariale,
Voilà. Et le niveau 3 qui là correspond vraiment aux situations complexes, notamment la création de nouvelles solutions en associant les institutionnels, c'est-à-dire l'ARS, l'éducation nationale, l'aide sociale à l'enfance. Voilà, une fois que ces situations sont qualifiées en commission, les travailleurs sociaux les étudient et puis prennent contact avec la personne qui a fait la demande pour notamment le suivi, éventuellement un rendez-vous, une évaluation, un temps de synthèse, voilà. Donc, nous avons des outils. Donc, la fiche de saisine, vous pouvez nous la demander à l'adresse mail c360.21@côte-d'or.fr. Et nous avons également un outil de suivi des situations et de statistiques. À peu près combien de saisines depuis le début d'année, Océane? Là, on était à plus de 100 sur la dernière commission du mois de septembre. Très bien, merci. Voilà, donc on arrive progressivement à la fin donc, de ce webinaire, voire on touche à la dernière slide du webinaire. Donc un petit rappel, donc là s'il y a des questions qui arrivent, peut-être qu'à ce moment-là on vous y répondra par mail, puisque là on va s'arrêter là. Un petit rappel d'agenda. Le 7 octobre, comme vous l'avez dit, Océane, on a un nouveau webinaire. Donc les webinaires, c'est sur des formats un petit peu plus courts que celui-ci. C'est sur 1 heure maximum, avec une demi-heure, 3/4 d'heure de présentation et ensuite un échange avec les participants d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc le prochain, c'est le 7 octobre à 14 heures sur la communauté 360. Et le 23 novembre, on en fera un plus cette fois sur la question de l'emploi et du handicap. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur toujours la même adresse mail sur laquelle vous vous êtes inscrit aujourd'hui ou sur laquelle vous recevez les informations, mdph@côte-d'or.fr. Quelques points clés pour terminer. Donc, on voulait vous rappeler donc, la possibilité de venir donc, à l'accueil physique le matin de 8h30 à 12h30, mais également de nous joindre donc, avec notre numéro vert, donc le 0800 90 90, ou de nous envoyer un mail à l'adresse mdph@côte-d'or.fr. Vous avez également la possibilité de consulter notre site internet http://www.mdph21.fr afin de pouvoir avoir des informations sur les prestations, mais également de pouvoir télécharger donc, le formulaire de demande. Et puis, on vous rappelle également l'adresse pour déposer un dossier via le téléservice. Un grand merci pour votre participation. Maintenant, vous savez tout sur le fonctionnement de la MDPH, qu'il n'y a plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo formation vous a répondu à vos attentes. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, satisfaction ou points d'amélioration. On est très preneurs. Et encore un grand merci aux équipes de la MDPH de vous être liées à cet exercice d'échange et d'information aux partenaires. Merci à vous pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.